Radio BDL. Les voix des bords de Loire. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Radio BDL et aujourd'hui nous donnons la parole aux habitants du quartier. Comment vivent-ils au quotidien ? Emploi, numérique, cadre de vie, autant de réalités que nous allons explorer ensemble. Nous avons demandé à plusieurs voix du quartier de nous parler de tout ça et on vous les a toutes recueillies ici. Tout d'abord, nous sommes allés à l'école de la deuxième chance pour qu'ils nous parlent un peu plus de leur vie. On vous laisse les écouter. Donc, peux-tu te présenter, donc, qui tu es, ton parcours et qu'est-ce que tu fais concrètement en tant que formateur référent ? Alors, je suis Yann Cariou, je fais partie de l'école de la deuxième chance depuis 8 ans et demi maintenant, venant du monde de la restauration à la base. Et puis, changement de métier vers 40 ans, j'ai décidé de me diriger vers ce métier-là parce que j'avais l'habitude de former des serveurs en fait, et des serveuses. Et qu'entre les deux services, il était toujours utile de régler leurs problèmes pour que ça se passe mieux. Et donc, c'est un peu le principe d'ici en fait, les amener vers un métier tout en étant sur les côtés pour essayer d'accompagner comme il faut, de sécuriser, de renseigner. Et donc, voilà comment je suis arrivé ici. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu ou ça s'est construit justement au fil du temps avec l'expérience ? Absolument pas prévu. J'étais responsable de salle dans un restaurant quand il a déposé le bilan et un an après, j'étais à ce poste-là. Ok. On ne peut pas faire plus imprévisible. Et pour toi, justement, le cœur de ton rôle au quotidien, c'est quoi ? C'est ce que tu fais vraiment au-delà du titre ? Ce qu'on fait vraiment, c'est déjà, pour beaucoup de stagiaires, c'est juste être là, les écouter et s'intéresser à eux. Parce que il y en a, je pense que c'est à peu près le seul endroit où il y a une vie sociale et des gens qui s'intéressent à ce qu'ils font. Donc ça, c'est le premier truc important. Et puis pour la moyenne, souvent, c'est rendre un peu plus clair un monde du numérique qui est parfois un petit peu trop vaste, un petit peu trop vague. Et donc, nous, on est aussi là pour leur servir de guide et puis leur faire découvrir un maximum de choses. Ok. Et est-ce que tu travailles principalement avec des jeunes en insertion ou comment décrirais-tu justement le public que tu accompagnes ? Nous, c'est que du public en insertion. C'est que ça ? Que ça. Ok, soit très insertion, bien. soit réinsertion, mais c'est de l'insertion dans tous les cas. Ok, super. Peut-être par rapport à l'emploi maintenant, pour toi, quand un jeune arrive justement chez toi pour la première fois, quels sont les obstacles les plus fréquents que tu observes dans leur parcours ? Le transport. Le transport ? Numéro 1. C'est clairement ça qui met une barrière à un nombre incalculable de projets pro. Dès que ça se passe dans une zone industrielle, dans une zone d'activité, qu'on habite un petit village et puis qu'il faut aller ailleurs, c'est ça qui bloque absolument tout. Après, pour certaines jeunes femmes, il y a parfois un problème de garde d'enfants. Ça peut arriver aussi. Souvent compliquer les parcours. D'accord. Et comment tu fais justement pour remotiver quelqu'un qui a décroché et qui croit plus trop en ses chances de trouver sa voie ? C'est justement en lui montrant l'inverse, c'est-à-dire que par le biais des stages, par des témoignages d'entreprises qui se déplacent ici ou qu'on va voir sur place, par tout un tas d'expériences qu'on peut leur montrer et ainsi leur prouver que c'est possible, c'est faisable. Ça sera peut-être pas tout de suite, ça sera peut-être pas en un claquement de doigts, mais voilà, on est là pour les amener vers des projets réalistes et réalisables. Ok. Et est-ce que tu as l'impression justement que les jeunes d'aujourd'hui font face à des difficultés différentes de celles d'il y a 10 ans ? Différentes, oui. Maintenant, est-ce qu'il y en a plus qu'avant ? Ça, je ne sais pas. Très sincèrement, Ok. Je suis d'une autre époque. Mais j'ai pas l'impression que ce soit plus difficile qu'avant. La seule chose, c'est peut-être que justement, tout est un peu dépersonnalisé maintenant. Et je trouve que en ça doit être plus compliqué parce que c'est un monde qui n'est géré que par quasiment des envois de mails et des appels téléphoniques. Et je trouve qu'on perd un peu de l'humain là-dedans.
Donc ça peut être quelque chose qui est plus gênant maintenant qu'avant, peut-être. Pour clôturer, quelques dernières questions. Donc, si tu as vu justement un message à passer directement à un jeune, pas forcément en particulier, qui est dans cette situation-là, mais qui aimerait justement se lancer un peu dans l'école de la deuxième chance, tu lui dirais quoi? Déjà, c'est de faire le point et d'essayer de réussir à se poser avec une oreille attentive. Donc ici, c'est les nôtres. Pour parfois un peu désengorger une situation qui paraît obstruée. Et donc, première chose, c'est ça, faire un point actif sur sa situation. Et puis ensuite, se rapprocher des structures comme la nôtre ou comme la mission locale. Parce que je pense très sincèrement qu'actuellement, sans accompagnement, ça peut être quand même beaucoup plus compliqué pour un jeune de trouver ce qu'il veut. Donc c'est vraiment faire l'état des lieux avant de commencer et puis après directement se lancer sans hésiter. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui justement pour toi, qu'est-ce qui donne encore l'énergie dans ce métier malgré les difficultés peut-être rencontrées À chaque fois que je vois un jeune qui part dans l'emploi qu'il avait toujours rêvé de faire ou dans la formation qu'il rêvait de faire depuis des semaines, moi c'est ça le remerciement. Ça me suffit largement. Donc c'est vraiment le côté formateur, c'est vraiment ça ce qui te donne envie de continuer à chaque fois. Clairement, parce que là, c'est pas de la formation professionnelle, on leur apprend pas un métier. Là, on partage un moment de leur vie quand même. C'est un moment où ils sont en train de choisir ce qu'ils vont faire plus tard, comment ils vont le faire, avec qui. Et nous, on n'est pas de la famille et pourtant on est là. Donc c'est quand même ça qui fait se lever le matin. C'est sûr. Et pour finir, du coup, en quoi, pour toi, ton rôle de formateur référent peut vraiment changer quelque chose dans la vie, justement, d'un ou d'une jeune personne? C'est tout ce que je viens de dire, en fait. C'est être à la fois quelqu'un d'extérieur, donc parfois la personne a moins de mal à se confier, et à la fois quelqu'un de proche, parce qu'on se voit tous les jours ici. Donc c'est un espèce de mix des deux qui fait que peut-être qu'ils vont nous confier des choses qu'ils n'auraient pas confiées à d'autres. Peut-être que nous, on va leur montrer des voies que personne ne leur avait indiqué avant. Donc c'est ce côté à la fois proche et pas de la famille, mais qui fait qu'il y a, je pense, une entente particulière qui se noue en fait. Ouais, ça va vraiment être un soutien ou un appui solide au quotidien pour tous les jours. Ouais. Ok, je te remercie. Merci beaucoup. Ce témoignage montre les réalités que vivent certains habitants dans leur recherche d'emploi et leur quotidien professionnel. On ressent vraiment que c'est vivant et encourageant, tout en gardant toujours une marge de progrès pour l'avenir. Nous avons ensuite interrogé un salarié de Courteline à ce sujet. Et voilà ce qu'il nous a dit à propos de cette thématique. Bonjour à toi, Clément. Bonjour. Est-ce que tu peux, par exemple, te présenter rapidement? Ouais. Alors, moi, c'est Clément. Je travaille depuis 2 ans à peu près en tant que conseiller numérique à l'association Courteline. Voilà. Alors, c'est un métier qui peut paraître flou comme ça, conseiller numérique, ça ne veut pas dire grand-chose. En gros, c'est amener les usagers vers l'inclusion numérique à travers de la pédagogie et donc de les réinsérer numériquement, si ça peut être dit comme ça. Et aussi tout ce qui est aide administrative et accueil du public, lien social. Voilà. Ok, super. Et est-ce que tu peux présenter un peu ta structure et qu'est-ce que vous proposez? Alors, Courteline, c'est une association de quartier, donc une association socio-culturelle implantée depuis des années. Ça s'appelle Courteline depuis au moins 25 ans, bientôt. Alors, Courteline, c'est aussi un France Service, donc elle a 2 casquettes. Donc, un France Service, c'est un endroit où on peut se faire aider pour ses démarches administratives. Donc, elle gère ces 2 casquettes, donc l'une de lien social, activité, tout ça, et une autre casquette de démarches administratives, CAF, emploi, impôts, tout ça. Ok. Et quel est justement votre réel rôle dans ce quartier? Alors dans le quartier, donc le rôle de Courteline, justement, comme je le disais avant, c'est vraiment un lieu de lien social où les gens peuvent se retrouver, échanger, puisque c'est un lieu, quand même, les quartiers bord de Loire, là où on est situé, assez isolé. Donc c'est un lieu assez important pour les gens, on est plutôt bien identifié d'ailleurs dans le quartier, où les gens peuvent se faire aider, accompagner, prendre un café. Et qui sont justement les personnes que vous accompagnez en général? Alors il y a un peu de tout, mais on a quand même une majorité de personnes, on va dire au-delà de la quarantaine, plutôt âgées,
En général, plutôt des femmes aussi. Il y a une tendance à ce que ce soit plutôt féminin que masculin en général dans ce genre de lieu. Mais en soi, on accueille tout public, mais souvent des personnes isolées, des mères aussi, puis des personnes plutôt âgées. Ok. Bah écoute, maintenant on va peut-être passer au petit côté un peu plus emploi. Est-ce que tu peux me dire comment vous accompagnez, vous, les habitants vers l'emploi ? Donc vers l'emploi, c'est l'une de nos missions, on va dire. Alors ça peut se traduire par plusieurs choses. Aussi, je ne suis pas le seul à travailler dans cette structure. On a des conseillers France Service. Moi, vers l'emploi, ce sera plutôt en aidant, par exemple, à faire des lettres de motivation, à revoir les CV des habitants, en donnant des conseils aussi, s'il le faut, et en améliorant les techniques sur l'ordinateur ou sur le téléphone, ce qui est nécessaire aujourd'hui pour faire des candidatures, pour postuler. Et donc ça, ce sera mon rôle principal. J'ai aussi des collègues qui font un peu plus d'insertion pro en aidant à candidater, ce genre de choses. Ok. Et quels sont justement les besoins les plus fréquents que vous rencontrez au quotidien ? Par besoin, il y a plein de choses en fait. Alors déjà, c'est un public précaire, donc niveau besoin, il y aura beaucoup d'aides liées aux allocations, à l'emploi. On a aussi beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger et qui rencontrent des problèmes avec leur titre de séjour, avec la préfecture. Donc on a aussi beaucoup ce genre de choses, des facilitations administratives qui doivent être faites. Et puis sinon, besoin le plus fréquent, le lien social. Beaucoup de gens sont isolés, donc ils ont des fois juste besoin de venir discuter. Donc c'est aussi un besoin important chez eux. Voilà. Ok. Et est-ce que justement les structures justement que vous proposez font vraiment la différence dans le quartier, vous pensez ? Alors, je pense, j'espère. J'espère quand même. Oui, je pense. Mais on le voit déjà la plupart du temps, les personnes qu'on accompagne, ils sont quand même très expressifs et ils montrent qu'on arrive à se rendre utile et à les aider. Donc oui, moi j'espère et j'ai l'impression que ça aide les personnes au quotidien et que c'est même nécessaire et indispensable. Ok, trop bien. Et maintenant, je vais peut-être aborder le sujet du numérique. Donc, est-ce que pour toi, le numérique, c'est un peu justement quelque chose qui est nécessaire et qu'il faudrait justement aider parce que c'est un frein pour certains habitants ? Donc oui, c'est nécessaire en fait, c'est indispensable. Nous, on a beaucoup d'habitants qui sont dans cette situation très précaire et qui aussi sont très éloignés du numérique. Et c'est ce qu'on appelle l'électronisme dans le jargon de conseil numérique. Et aussi qui ont des phobies numériques, vraiment. Et tout se fait tout se fait de manière dématérialisée aujourd'hui. Donc les démarches administratives qu'on fait sur les sites, si on n'a pas d'adresse email, si on n'a pas de téléphone, on ne peut pas les faire. Mais de plus en plus. Donc, et en fait, il y a aussi des protocoles de plus en plus compliqués, donc avec des codes temporaires qu'il faut mettre sur le site. Et ça, c'est plein de freins qui s'ajoutent au fait de pouvoir accéder à ces démarches. Et donc, nous, on le voit de plus en plus, et c'est même pas seulement des publics précaires. En fait, on voit de plus en plus des publics avec des niveaux, comment on appelle ça, niveaux sociaux différents, des personnes plus aisées, qui eux aussi commencent à avoir du mal avec ces outils-là, et qui viennent nous voir. Et donc, ça fait une sorte de brassage aussi culturel et sociétal. Enfin, on a plein de publics différents, nous, à Courteline, et de plus en plus, parce que justement, c'est quelque chose qu'on retrouve chez toutes les personnes, et peu importe leur niveau social, si je peux dire ça comme ça. Oui, bien sûr. Ok, très bien. Et pour toi, justement, quelle action mettez-vous en place pour les aider, justement, ces personnes ? Alors, il y a plusieurs manières d'aider pour cette chose. C'est soit... alors moi, j'ai deux façons. Donc, en général, je reçois les personnes individuellement, et eux-mêmes viennent me voir et me posent des questions sur leurs freins et les difficultés qu'ils ont pour faire ce qu'ils doivent faire. Donc dans ces cas-là, je leur explique et je prends un temps avec eux. Il y a une autre façon, c'est que je propose des ateliers aussi, des ateliers numériques sur plein de sujets, des choses simples pour justement revoir la base et faire avec eux. Et en groupe, souvent, ça marche plutôt bien.
Ok, donc des fois en groupe, mais plus particulièrement en personnel, avec des petits échanges, quoi. Oui, parce que c'est plus précis sur la demande qu'a la personne et certains sont plus à l'aise face à une seule personne et on avance aussi plus vite quand on est avec une seule personne. Mais bon, voilà, ça dépend des cas. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous proposez des actions liées à l'environnement ? Alors à Courteline, on a plein d'activités, plein de choses. Là, comme ça, dans le domaine de l'environnement, du développement durable, tout ça, oui, il y a des choses qui sont proposées. Alors, ce sera pas exhaustif, mais là, je pense par exemple à des clean walks qui ont été organisés. Comment faire du tri, comment faire. C'est aussi ça, hein, c'est pas forcément. C'est aussi beaucoup d'explications, hein, comment faire du tri, prendre des choses de seconde main. Tout ça, ça participe à l'environnement. Mais c'est quelque chose sur lequel on réfléchit souvent aussi. Ok, donc un peu faire attention à avoir un peu la main verte sur tout ce qu'on fait au quotidien et sensibiliser un maximum autour de ça, quoi. Voilà, c'est ça, au maximum, comme on peut. Ok. Et justement, en quoi ces projets peuvent-ils aider les gens à avoir justement plus cette main verte, selon toi ? Eh ben, justement, à les habituer à ça et que ce soit, comment dire, pareil, hein, c'est comme le numérique, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément deviner non plus tout seul, hein. C'est important d'en parler et qu'on ait tous une base commune là-dessus. Et des fois, c'est pas des sujets qui sont abordés ailleurs. Et donc, comme ça, ils peuvent apprendre. Et voilà, et ça se passera mieux pour sur le côté environnement et main verte. Pourquoi ce type de lieu est important, selon toi, dans un quartier comme celui-ci ? Alors, Courteline, du coup, l'association, essentiel, comme j'avais dit plus tôt, pour plusieurs points. Un lieu de vie donc, où les habitants peuvent se retrouver, même se créer des amitiés, parler entre eux. C'est un échange culturel aussi. Je pense que ça fait partie. Comment dire ? Ça fait partie d'un tout, en fait. Les gens se retrouvent, parlent entre eux. Et aussi, on peut les aider pour tout ce qui est démarche administrative et les débloquer là-dessus, sur l'apprentissage du numérique, même sur d'autres choses, l'insertion professionnelle. En fait, et sur la médiation, médiation sociale aussi. Des fois, nos collègues sont considérés comme des référents, un peu, ils ont confiance en nous, les habitants ont confiance en nous et viennent nous voir pour des situations, des problèmes de médiation, des problèmes de voisinage, ça va assez loin. Donc c'est vraiment un lieu ressource, un lieu important dans la tête du public qui nous connaissent. Pour toutes ces raisons-là, voilà. Ok. Et pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez développer justement dans le futur et dans le quartier précisément ? Alors dans le futur, c'est même un peu en cours. En ce moment, là, la chose que je pense en tête avec cette question, c'est qu'on a un projet qui s'appelle Quartier en santé, qui est plus large, hein, qui ne fait pas que partie de Courteline. C'est tous les centres sociaux, la plupart des centres sociaux de Tours, un peu La Riche et Saint-Pierre-des-Corps. C'est un projet sur 3 ans. Et là, l'axe, c'est surtout la santé. Donc, on est à 3 parties. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a une partie plutôt santé mentale. Il y aura une partie plutôt santé dentaire et une partie, si je ne dis pas de bêtises, alimentation. Et ça, ça fait partie des choses qui sont en train de se développer dans les quartiers. Par exemple, là, pour la partie santé mentale, on a des permanences de psychologues dans les quartiers qui se sont mises en place. Et donc ça permet, là, la santé mentale, c'est quand même un sujet super important, d'être un peu mieux traité dans les quartiers prioritaires. Et, voilà, je pense que c'est une bonne chose. Et c'est parfait, c'est tout bon pour moi et c'est tout bon pour nous. Merci beaucoup Clément d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. C'était sympa. Aujourd'hui, le numérique est devenu indispensable dans la vie quotidienne, mais il peut aussi créer des difficultés. Tisser des liens est un réel avantage au quotidien et de nombreux habitants comme acteurs du quartier le ressentent. Enfin, on observe aussi une envie présente de toujours faire attention à l'environnement à travers chaque fait et geste du quotidien, que ce soit envers eux-mêmes ou envers le quartier.
Ces différents témoignages donnent une vision concrète du quotidien des habitants du quartier, mais aussi leurs besoins, leurs envies et projets pour faire évoluer ce quartier à l'avenir. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont fait le plaisir de participer à cet épisode. Et on vous dit à très vite pour la suite de notre podcast avec un nouvel épisode.